Imaginez un peu la scène. Un développeur remplace toute l'infrastructure complexe d'une grosse start-up de la Silicon Valley et il fait ça depuis son salon toulousain. Ouais, avec juste quelques cartes graphiques et un budget dérisoire, quoi. 15 euros par mois. Et le plus fou, c'est que pour présenter cet exploit au monde, il fait pas une simple conférence. Non, il utilise une intelligence artificielle, plutôt capricieuse d'ailleurs, pour générer un documentaire vidéo ultra léché de 14 minutes. Avec une précision vraiment militaire. Exactement, une vidéo qui explique justement comment il a dompté d'autres intelligences artificielles. C'est une authentique mise en abîme technologique. Je veux dire, une IA générative qui est littéralement forcée de raconter l'histoire de la création d'une autre architecture d'IA. C'est vertigineux quand on y pense. Complètement. Donc, l'exploration d'aujourd'hui repose sur un assemblage de documents vraiment fascinants qu'on a épluchés. Des documents très denses, oui. D'un côté, on a ce manuel d'instruction ultra précis. C'est un guide en 9 étapes pour forcer un outil de génération vidéo qui s'appelle Flow à produire un résultat professionnel, stable et surtout réutilisable. Et de l'autre côté, on a le scénario même de cette fameuse vidéo. Voilà le script qui détaille la genèse de Jarvis OS version 17. C'est l'invention de ce développeur freelance Frank Delmas. Donc, notre mission aujourd'hui, elle est claire. Ok, décortiquons tout ça. Il s'agit de comprendre comment on peut dompter l'infrastructure technique brute dans un salon et en même temps, comment on peut enchaîner la créativité un peu chaotique d'un modèle vidéo pour en faire une vraie usine de production. En fait, c'est une leçon magistrale d'ingénierie inversée. D'habitude, tu sais, dans l'imaginaire collectif, la création assistée par l'IA, ça ressemble à une sorte de, je sais pas, de magie approximative. Ouais, on tape 2 mots et on espère que la machine fait un truc joli. Exactement. On murmure des requêtes à la machine. Mais les documents qu'on analyse aujourd'hui démontrent exactement l'inverse. C'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie froide, chirurgicale et presque impitoyable. Alors, avant même de comprendre cette usine de production vidéo Flow, penchons-nous sur le sujet de la vidéo, ce fameux système Jarvis OS. À Jarvis, c'est du lourd. Parce que quand on lit le script, on se rend vite compte que c'est pas juste un petit gadget domotique pour allumer la lumière du salon, quoi. On parle de 928 agents autonomes. Actif en permanence, oui. Sur un cluster de 6 processeurs graphiques avec 46 gigaoctets de mémoire vidéo au total. Et tout ça en local. L'échelle est saisissante, c'est clair. Mais pour moi, l'élément le plus bluffant de cette architecture, c'est pas les statistiques brutes. C'est quoi alors ? Ce sont les 835 chaînes d'exécution que le créateur appelle les chaînes domino. En fait, c'est pas juste un volume de tâches, c'est la capacité fondamentale du système à s'auto-réparer. Attends, comment ça s'auto-réparer ? Parce qu'en général, quand un programme informatique complexe rencontre une erreur, il plante. Il crache, ouais. Voilà, il s'arrête et t'as un humain qui doit aller fouiller dans des lignes de texte super obscures pour trouver le bug. Comment une machine peut faire ça toute seule ? C'est le véritable secret de leur disponibilité. Ils affichent quand même 99,7% de disponibilité depuis des mois. En fait, quand une de ces chaînes d'exécution échoue, le système se contente pas d'envoyer une alerte par email à l'administrateur. Il fait quoi alors ? Jarvis déploie un autre agent d'intelligence artificielle. Et la seule mission de cet agent, c'est d'analyser l'erreur de son collègue, si je puis dire. Ah ouais, un superviseur en fait. C'est ça. Cet agent lit le code défaillant, il comprend d'où vient le blocage, il réécrit la logique problématique lui-même et il relance le processus. C'est fou. Du coup, tu as un système immunitaire numérique qui fonctionne en boucle fermée, sans absolument aucune intervention humaine. Donc si je résume, on a un système immunitaire qui tourne tout seul pour un coût d'exploitation de 15 euros par mois en électricité. C'est le prix d'un abonnement Netflix, quoi. C'est hallucinant. D'ailleurs, le document souligne, avec une petite fierté bien placée, je dirais, que l'équivalent déployé sur des serveurs cloud commerciaux, ça coûterait au bas mot entre 300 et 500 euros mensuels. Minimum, oui. C'est une philosophie vraiment radicale. Le créateur parle d'un rejet viscéral de ce qu'il appelle la sassopocalypse. La fameuse sassopocalypse. En fait, ça fait référence à cette dépendance moderne qu'on a tous, où chaque outil, chaque logiciel nécessite un abonnement mensuel hébergé sur des serveurs à l'autre bout du monde. On possède plus rien, en gros. Exactement. Et la réponse de Jarvis OS à ça, c'est la souveraineté totale. Absolument aucune donnée sensible ne part sur des serveurs externes. Le système intègre même un mécanisme qui s'appelle enclave pour isoler tous les processus cryptographiques. D'accord. Et au-delà de l'aspect sécurité,
Cette hyperlocalisation, c'est précisément ce qui lui permet d'atteindre des performances de latence qui sont franchement presque inconcevables sur le cloud. Et c'est justement là-dessus que je veux m'arrêter un instant parce que je suis fascinée par ces chiffres. Le script mentionne une latence vocale sous les 300 millisecondes. Ouais, c'est de l'instantané quasiment. Et il parle aussi d'un démarrage à froid, un cold start, de 2,5 secondes sur une interface Gemini en ligne de commande. Et tout ça grâce à un, je cite, tuning agressif du noyau Linux et du TCP/IP. C'est très technique, oui. Voilà, pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, on rentre un peu dans le jargon. Qu'est-ce qu'on entend exactement par démarrage à froid et pourquoi il faut bidouiller un système d'exploitation pour juste parler à une IA? Alors, pour faire simple, un démarrage à froid, c'est le temps qu'il faut à un système qui est complètement inactif, endormi, pour se réveiller, charger ses données dans la mémoire et commencer à te répondre. Comme quand tu allumes ton ordi le matin. Voilà. Et en général, avec l'intelligence artificielle, c'est un processus hyper lourd et très lent. Quant au tuning réseau, le protocole TCP/IP, faut l'imaginer comme l'autoroute fondamentale qui gère l'envoi de tous tes paquets de données sur Internet. Ok, je vois l'image. Ce que ce développeur a fait, c'est qu'il est descendu directement dans les entrailles du système d'exploitation, le noyau Linux. Il a reconfiguré la façon dont la machine gère le trafic réseau pour éliminer la moindre micro-latence utile. D'accord, il a optimisé la route. Il a littéralement supprimé tous les péages sur l'autoroute entre sa voix et la machine. Et du coup, ça lui a permis de gagner jusqu'à 45% de temps de réaction. Ce qui donne tout son sens à cette excellente analogie qu'on trouve dans les documents. C'est écrit « Les modèles de langage sont comme des CD de jeux vidéo. Ce qui compte vraiment, c'est la console. » C'est une métaphore parfaite. Parce qu'on passe un temps fou à fétichiser le dernier modèle qui sort sur le marché. Ah, t'as vu le nouveau truc de chez OpenAI ou Google? Mais un CD de jeu, aussi beau soit-il, s'il est juste posé sur une table, ça sert à rien. Tu peux pas y jouer. Exactement. S'il n'y a pas une machine autour avec un processeur optimisé, une carte mère parfaitement réglée, de la mémoire rapide, ton disque il est inutile. Sur 4 machines jusqu'à l'orchestration vocale, c'est ça, sa console. Sa super console maison. Voilà. Le modèle d'intelligence artificielle, au final, c'est juste la cartouche interchangeable que tu glisses dedans quand tu as envie de changer de jeu. C'est une vision incroyablement mature de la technologie actuelle. D'accord, donc l'infrastructure est un chef-d'œuvre de brutalité technique, on va dire. Il y a même des agents de trading crypto qui sont gérés par le consensus de 6 modèles en simultané, c'est un truc de fou. Ouais, c'est dense. Mais voici le paradoxe qui nous amène à la deuxième partie de notre analyse. Comment tu fais pour expliquer un système aussi complexe pendant 14 minutes de vidéo sans provoquer une migraine immédiate chez la personne qui regarde? C'est le grand défi de la vulgarisation. Et c'est là qu'intervient le fameux manuel de l'outil Flow, parce que les sources nous révèlent une direction artistique visuelle ultra codifiée pour l'habillage. Absolument. Le concept visuel exigé pour la génération par l'IA, il est décrit noir sur blanc comme cinématique Lofitech. Lofitech, ok. Voilà. L'objectif, en fait, c'est de fuir à tout prix l'esthétique classique du cyberespace, tu sais, avec des néons fluo partout et des lasers. On recherche des teintes cyan et ambre, un petit grain de pellicule cinématographique et un vignettage très doux. Pour encadrer l'image. Voilà, pour focaliser l'attention sur le présentateur et créer une ambiance vraiment feutrée, très posée. Et c'est là que l'image de référence fournie dans nos sources prend tout son sens. Sur cette image, on y voit un présentateur très humain. Il a une barbe, des lunettes, une chemise blanche avec les manches retroussées. Très naturel, ouais. Et derrière lui, il y a un truc très spécifique. Un signe blanc, immense et majestueux. On voit aussi le logo Alchemia en 3D cuivré, posé sur une espèce de surface liquide, avec en arrière-plan des motifs de circuits électroniques imprimés. D'ailleurs, le document exige que ce logo Alchemia ait un effet de parallaxe. Une sorte de respiration visuelle. C'est ça. Un mouvement très lent pour animer le fond sans distraire l'œil. Mais si on y réfléchit 2 secondes, Vas-y. pourquoi imposer de telles chaînes à l'outil visuel? Je veux dire, le manuel exige de fournir à Flow un ordre strict de fichiers. D'abord une frame-mètre parfaite, ensuite plusieurs photos secondaires, et enfin le logo fixe. Ne devrait-on pas, au contraire, juste donner les grandes thématiques à l'IA et la laisser utiliser sa créativité pour imaginer la meilleure mise en scène? Ah, ça, c'est le piège fondamental dans lequel tombent tous les utilisateurs novices. Vraiment. La créativité, c'est mal. Dans ce contexte précis, la créativité est l'ennemi absolu de la cohérence, particulièrement quand on parle de génération vidéo par IA sur une très longue durée, comme 14 minutes. Il faut bien comprendre la mécanique d'un modèle comme Flow. En fait, Flow, il n'a aucune conscience de l'espace en 3 dimensions. Il comprend pas ce qu'il dessine. Exactement. Il ne sait pas ce qu'est un être humain, ou une chemise, ou une paire de lunettes. Il ne fait que deviner, de manière purement probabiliste, quelle doit être la couleur des pixels suivants, image par image.
Ah oui, c'est le fameux cauchemar des générations IA où d'un coup le personnage se retrouve avec 7 doigts ou alors ses lunettes fusionnent lentement avec ses sourcils au bout d'une minute d'écran. Précisément. C'est ce qu'on appelle la dérive ou l'hallucination visuelle. Si tu accordes la moindre liberté d'interprétation à l'IA, ta belle chemise blanche va lentement muter en veste militaire. Le signe majestueux va se transformer en une masse informe complètement flippante. Et le logo Alchimia deviendra une espèce de bouillie de caractères illisible. Donc la stratégie multi-image détaillée à l'étape 2 du manuel, elle n'est pas là pour inspirer la machine. Pas du tout. Elle est là pour l'enchaîner. D'accord, je comprends mieux. Donc on utilise la frame extraite de la vidéo originale pour figer définitivement la lumière ambiante et la structure de la pièce. Exact. Ensuite, on ajoute la photo portrait pour forcer l'IA à se remémorer l'anatomie exacte du visage et la posture corporelle du présentateur. Toujours pour éviter la dérive. Et enfin, on injecte le fichier du logo pour l'ancrer fermement dans le décor. C'est comme poser des rails en titane, quoi. L'expression est bonne. En contraignant le modèle algorithmique de tous les côtés, avec ses multiples références croisées, on réduit drastiquement son espace mathématique de probabilité. L'IA n'a plus l'espace pour deviner. Elle est coincée sur les rails. Elle est obligée de maintenir l'illusion du réel, tu sais, cette fameuse suspension consentie de l'incrédulité. Et elle doit les faire sur une durée qui est faramineuse pour la technologie actuelle, 14 minutes entières. Et c'est là que ça devient vraiment super intéressant pour moi. Parce que verrouiller le rendu visuel, ok, c'est une chose. Mais l'outil, il doit ensuite générer cette vidéo en se basant sur un discours narratif super complexe. Il y a 10 scènes allant de ce qu'il appelle le déclic jusqu'à la sécurité et la conclusion. Comment on fait pour s'assurer que Flo ne perde pas purement et simplement le fil logique de l'histoire en cours de route? C'est tout l'enjeu de l'étape 3 du manuel, celle qui est dédiée à la préparation documentaire. Le principe central, il est d'une rigidité totale. Il faut utiliser une seule et unique base documentaire, un seul prompt maître, formulé tout au début, et ensuite tu colles l'intégralité du script à la suite. Tout d'un coup. Tout d'un coup. Le guide stipule d'ailleurs formellement qu'il est strictement interdit de séparer le script en plusieurs messages ou d'ajuster les formulations en cours de route. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça prend le contre-pied exact des pratiques actuelles du grand public. Je veux dire, aujourd'hui, on fait tous du prompting conversationnel avec ChatGPT ou Claude. On discute avec eux. C'est ça. On tape une requête, l'IA répond, on réajuste en disant non, ajoute plutôt ceci, modifie cela. On discute vraiment avec la machine. Mais ici, c'est l'inverse absolu. Pourquoi? Parce que la méthode conversationnelle, c'est catastrophique pour une production industrielle stable. Quand tu dialogues avec une IA générative, tu remplis progressivement ce qu'on appelle sa fenêtre de contexte. Et cette fenêtre de contexte, c'est en quelque sorte sa mémoire à court terme pendant l'exercice. C'est exactement ça, c'est sa mémoire de travail. Si tu encombres cette mémoire avec d'anciennes instructions que tu as finalement abandonnées, des corrections un peu brouillonnes ou des directives contradictoires, l'intelligence artificielle oublie littéralement ta contrainte originelle. Elle perd le fil? Ces calculs s'éparpillent, ouais. La méthode décrite ici vise à créer ce qu'il appelle un dossier mental monolithique et parfaitement propre. L'outil ne reçoit l'information qu'une seule et unique fois, dans un bloc logique ininterrompu. Ok, alors si je devais utiliser une métaphore pour bien visualiser le truc, c'est un peu comme engager un chef cuisinier qui aurait un talent exceptionnel, mais qui serait totalement dépourvu de la moindre mémoire de travail. Ouais, un chef amnésique. Voilà, si on s'assoit dans sa cuisine et qu'on lui lance des ordres à la volée du genre « mets du sel, non, attends, coupe ces tomates, ah, et n'oublie pas le gâteau », bah, il va paniquer. C'est la catastrophe assurée. Il va mélanger tous les ingrédients et produire un plat complètement immangeable. La métaphore est parfaite. Et du coup, la solution imposée par le manuel Flow, c'est de rédiger une recette ultra détaillée de 50 pages, parfaitement structurée. Tu la donnes au chef, tu l'enfermes à double tour dans sa cuisine et tu lui interdis formellement de poser des questions. Pas de dialogue. Exactement. On remplace l'incertitude du dialogue par l'absolutisme d'un cahier des charges rigide. Le modèle doit assimiler l'intégralité du contexte, la lumière, l'intention narrative, le rythme des différentes scènes comme un seul bloc mathématique unifié. D'ailleurs, le document précise bien la logique derrière cette méthode. C'est la réutilisation. Une fois que ce bloc documentaire parfait est créé, on peut s'en servir pour produire d'autres épisodes à l'avenir. On a juste à changer le texte du script à la fin et ça garantit que l'ambiance et la logique visuelle de la marque Alchemia resteront identiques à chaque fois. C'est le principe d'un template mais appliqué à une IA. Mais soyons réalistes 2 minutes.
Même avec le meilleur dossier mental du monde et des rails en titane, une IA ne génère presque jamais une vidéo parfaite du premier coup, si? Il y aura toujours un mauvais reflet, une épaule qui se déforme ou un clignement d'œil bizarre. Bien sûr. Le premier jet est rarement le bon. Alors, comment le créateur gère-t-il l'échec inévitable de la machine sans tout casser? C'est à ce moment précis qu'on bascule véritablement de l'artisanat numérique à la méthode scientifique stricte. Le manuel déploie, à l'étape 8, une grille d'évaluation impitoyable. Il ne s'agit pas juste de juger au doigt mouillé si la vidéo rend bien ou si elle est sympa. On n'est pas dans le subjectif. Pas du tout. On évalue froidement une série de critères binaires. Par exemple, on vérifie la ressemblance faciale par rapport à la vidéo maître, on vérifie la stabilité et l'absence de déformation du logo Alchemia en fond, on s'assure que les sous-titres générés sont lisibles, mais le critère qui me semble de loin le plus périlleux, c'est le lip sync, la synchronisation labiale. Ah oui, le lip sync, c'est le boss final. Surtout que le script original défile à la vitesse de 135 mots par minute. C'est rapide, hein? Si le mouvement de la bouche du personnage a le moindre micro-retard sur le son, le cerveau humain le détecte instantanément. Et toute l'illusion s'effondre. On a juste l'impression de regarder un vieux film mal doublé. C'est vrai. Et l'évaluation est sans appel. Si l'un de ces éléments est défaillant, le rendu est purement et simplement rejeté. Et c'est l'étape 9 du manuel qui édicte la loi la plus stricte, celle qui exige vraiment la plus grande discipline mentale de la part du créateur. Laquelle? Si la génération échoue, il est interdit de tout recommencer à zéro. Il faut ajuster une et une seule variable pour la tentative suivante. D'accord. Par exemple, modifier uniquement la priorité accordée à la ressemblance du visage, ou alors ne changer que la densité des éléments qui sont superposés à l'écran. C'est ça, une seule chose à la fois. Mais là, je me place vraiment dans la peau de l'utilisateur face à son écran. Quand l'outil génère un fichier de 14 minutes qui est complètement raté, genre t'as une lumière qui devient verte, un visage qui fond à moitié et le logo qui est tout flou, la tentation viscérale, c'est de tout effacer. Du faire supprimer et de recommencer. Voilà. Tu veux réécrire un prompt radicalement différent et relancer. Pourquoi s'imposer la lenteur psychologique extrême de ne modifier qu'un seul petit paramètre à la fois? Surtout pour une génération qui peut prendre des dizaines de minutes à calculer. C'est une excellente question. Et cette contrainte soulève un point philosophique essentiel sur notre utilisation des outils technologiques complexes. C'est un changement de paradigme. Si tu modifies 3 ou 4 variables en même temps dans ton prompt, dans l'espoir de corriger un bug visuel, et que la génération suivante est subitement parfaite. Bah c'est super, non? Enfin, on a gagné. Non, c'est ce que j'appelle une victoire toxique. Toxique, ouais. Attends, pourquoi toxique? Parce que tu sais pas pourquoi tu as gagné. Ah, oui, je vois. Tu n'as absolument aucun moyen de déterminer laquelle des 3 modifications a réellement résolu le problème. Ou pire, si c'est simplement le hasard probabiliste de la génération qui a fait que ça a marché cette fois-ci. Tu as irrémédiablement détruit la chaîne de causalité. Tu navigues à l'aveugle. D'accord. Donc, en réprimant cette impatience très humaine et en ne changeant qu'une seule variable à la fois, le créateur importe ni plus ni moins la méthode scientifique classique. Exactement. La méthode du XVIIe siècle, basée sur les groupes de contrôle. Et il l'applique à un réseau de neurones qui est, par nature, opaque et non déterministe. C'est littéralement la transformation d'un processus chaotique, frustrant et aléatoire en une véritable chaîne de production industrielle prévisible et documentable. C'est l'unique manière de dompter la machine sur le long terme. On fait plus de la magie du tout là. On fait de la science des matériaux appliquée aux pixels. C'est d'une lucidité vertigineuse. Franchement, si on prend un peu de hauteur et qu'on récapitule notre analyse d'aujourd'hui, on est face à 2 exploits monumentaux qui se répandent comme des miroirs posés l'un face à l'autre. C'est exactement ça. Les 2 faces d'une même pièce. D'un côté, on a l'exploit d'infrastructure pure raconté par le scénario Besquieux, ce fameux Jarvis OS. Un cerveau numérique local distribué sur 6 cartes graphiques, souverain, qui est capable de réparer son propre code pour maintenir en vie des centaines d'agents autonomes. Et tout ça pour le prix d'un abonnement de streaming vidéo mensuel. C'est déjà incroyable en soi. Mais de l'autre côté, on a l'exploit méthodologique de Floezy. Une approche vraiment chirurgicale pour contraindre une intelligence artificielle visuelle capricieuse à produire un podcast vidéo long, de grande qualité, en l'enfermant dans un dossier mental inaltérable et en la pliant aux exigences d'une itération scientifique implacable. La ligne directrice qui relie ces 2 exploits, elle est limpide pour quiconque souhaite comprendre les technologies de demain.
La puissance intrinsèque d'un outil génératif ou d'une puce informatique, ça compte infiniment moins que la structure disciplinée que l'humain construit autour. C'est la maîtrise de la contrainte qui crée la valeur. Encore une fois, la qualité de la console prime sur la nouveauté du CD. Alors, que signifie tout cela pour la suite? Je suis vraiment curieuse. Si l'on extrapole à partir de ces documents, on a un individu indépendant, Frank Delmas, qui orchestre le travail d'ingénierie d'une équipe entière d'informaticiens grâce à ses agents autonomes locaux, Depuis son salon, on le rappelle. depuis son salon, et qui gère en parallèle une production médiatique longue durée avec des standards quasi télévisuels grâce à Flow. Ça provoque une secousse tellurique dans la définition même de ce qu'est une entreprise au XXIe siècle. C'est une refonte totale de l'organigramme. Dans un avenir très proche, les plus grandes innovations technologiques, les médias les plus percutants ou les services les plus complexes ne naîtront peut-être pas dans les grandes tours de verre surpeuplées de la Silicon Valley animées par des centaines de salariés. Non, il pourrait émerger de l'esprit d'une seule personne. Une personne assise dans son salon équipée uniquement d'une excellente console domestique, d'une rigueur scientifique impitoyable et d'une armée de modèles d'intelligence artificielle interchangeables et dociles. L'automatisation n'est pas qu'un outil de productivité, c'est le nouvel organigramme des sociétés de demain. Une idée à méditer.